Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Patry, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée aux mutations urbaines à Paris et à Lisbonne. Au programme aujourd'hui, 7 reportages réalisés par nos envoyés spéciaux qui proposent un regard sur ces bouleversements urbains. On commence sans plus attendre avec un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Depuis quelques années, les centres-villes de Paris et Lisbonne se vident de leur population. Les habitants partent s'installer en couronne périurbaine où le prix de l'immobilier est en général moins élevé. Ce phénomène apporte toutefois son lot de conséquences écologiques avec entre autres une surutilisation de la voiture. Je vous laisse regarder le reportage que Mathilde Albert et moi-même avons réalisé sur ce sujet. En 10 ans, Paris a perdu 123 000 de ses habitants. Selon le dernier baromètre des Franciliens de l'Institut Paris Région, près de 6 ménages sur 10 quittent la capitale pour s'installer en couronne périurbaine. Conséquence, ils deviennent plus enclins à l'utilisation de la voiture. En petite couronne, 39% de la population utilise un véhicule personnel contre seulement 15% de celle de Paris intramuros. Mais à ces 15% s'ajoutent les actifs de la capitale qui habitent en dehors de Paris et qui doivent, pour la majorité, utiliser la voiture pour se rendre au travail chaque jour. En 2021, la métropole du Grand Paris comptait près de 3 millions de voitures en circulation. Parmi elles, plus de la moitié roulaient à l'essence, près de la moitié roulaient au diesel, et seulement 1% étaient électriques. Tout ceci n'a fait que dégrader la qualité de l'air de la capitale ces dernières années, ce qui n'est pas sans danger pour la population. Les impacts d'une trop grosse utilisation de la voiture dans le centre-ville comme à Paris, c'est notamment les impacts en termes de pollution de l'air, notamment parce que la voiture c'est la première source d'émission de dioxyde d'azote, de NO2, qui est un gaz irritant pour les poumons, aussi parce que les voitures émettent des particules fines, que les particules fines elles ont un impact sanitaire, tout ce qui est conséquences respiratoires, tout ce qui est aussi affection cardiovasculaire, tout ce qui est aussi cancer et puis même la mort. C'est quand même 100 000 morts par an en France, la pollution de l'air, donc c'est un vrai problème sanitaire. En Île-de-France, le réseau de transport en commun est suffisamment développé pour limiter l'utilisation de la voiture. Depuis 2018, Paris perd en moyenne 6 800 voitures chaque année, selon l'atelier parisien d'urbanisme. À Lisbonne, au Portugal, la situation est bien plus critique. Chaque année, des milliers d'habitants travaillant dans la capitale sont obligés de s'installer en dehors du centre-ville en raison de la flambée des prix de l'immobilier. Depuis 2016, les voitures se multiplient au cœur de la ville, la faute notamment à un réseau de transport en commun trop peu développé. Je pense que le réseau de transport en commun devrait être meilleur. Il n'y a aucun métro en dehors du centre-ville. Seulement quelques trains qui parfois ne passent pas à cause des grèves des cheminots qui réclament de meilleures conditions de travail. Donc en fait, la seule option des personnes vivant à côté de Lisbonne pour se rendre au travail, c'est de prendre leur voiture personnelle. Une étude menée par Eurostat en 2023 montre que le Portugal est le pays avec la plus importante utilisation de la voiture. Plus de 93% de la distance terrestre parcourue par les Portugais se fait en voiture, contre 87% en France. Nous avons contacté la mairie de Lisbonne pour tenter de savoir si les élus comptaient mettre en place des restrictions strictes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Le tourisme pourrait toutefois permettre le développement du réseau de transport en commun dans les années à venir. Et nous retrouvons d'ailleurs Mathilde Albert en direct de Paris. Mathilde, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les restrictions mises en place par les mairies concernant la circulation des véhicules ? Alors oui Martin, nous savons qu'à Paris, les voitures doivent respecter certains critères pour pouvoir rouler. C'est notamment le cas des véhicules critères 4 et 5 qui ont une circulation restreinte au sein de la capitale, ou encore des véhicules critères 3 qui ne pourront bientôt plus rouler dans la capitale à compter du 1er juillet 2023. Alors le problème, c'est que dans les faits, ces mesures ne sont pas respectées, ou du moins très peu respectées, puisqu'il n'y a aucun contrôle routier à ce sujet. Alors d'après les propos de Tony Rinucci, président de l'association Respire que nous avons rencontré, ces mesures seraient efficaces si elles étaient réellement appliquées, mais malheureusement pas suffisantes. Quant à la ville de Lisbonne, c'est un peu le même problème. Les véhicules doivent disposer d'une vignette pour pouvoir rouler dans les zones à faible émission, sauf que nous en avons très peu vu lors de notre venue dans la ville. Alors nous avons souhaité rencontrer des élus pour qu'ils nous en disent plus sur la situation, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a souhaité répondre à nos questions. Merci beaucoup Mathilde pour ces informations. On va suivre l'évolution de la situation de très près. Si pour beaucoup d'entre nous, transport en commun rime avec travail et heures de pointe, pour d'autres, il s'agit d'une véritable attraction touristique. Rendez-vous donc à Lisbonne et à Paris où Camille Duchesne et Arnaud Brousse ont enquêté sur les conséquences de l'implantation des transports en commun.
Mais qu'est-ce qui peut bien unir Paris et Lisbonne, ces deux capitales connues pour leur architecture qui toutes les deux ont dû s'adapter aux mutations urbaines. L'origine de cette mutation ? Le réseau de transport ferroviaire. Et la ville de cette colline en a fait son identité. À la fin du 19e siècle, le tramway fait son apparition, puis est entièrement automatisé au début du 20e siècle. La ligne 28, appelée Eléctrico, Vinte et Quattro, qui relie les zones de Martim Moniz et de Campo de Urique, est la plus iconique. Elle permet de visiter la capitale dans les meilleures conditions. Elle dessert des arrêts touristiques essentiels comme Caís de Sodré, Caís da Rocha, près du musée d'art ancien de Lisbonne, et Avenida Infante Santo. Aussi, un second problème est que nous devons être vraiment prudents lorsque nous traversons les voies. Parfois, les feux de signalisation ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Oui, je dirais que le tram, que le funiculaire transforment la façon dont nous voyons la ville, la façon dont on utilise la ville. Donc oui, je dirais que c'est une des marques les plus importantes en matière de... Ce n'est pas un monument, bien sûr, mais c'est une marque majeure dans notre ville. Quant à Paris, le premier métro à transformer le paysage urbain est la circulaire 6, actuelle métro 6, première du réseau à surplomber la Seine. Pour cela, le pont Bir Hakeim a dû être créé pour assurer sa circulation. Au total, une dizaine de ponts ont dû être construits à cet usage. Véritable chef-d'œuvre architectural, elles se font comme une ligne de fuite le long des immeubles haussmanniens entre le quartier Beaugrenelle du 15e arrondissement et celui de Passy dans le 16e arrondissement. Mais le métro aérien n'a pas que des avantages, comme en témoigne Christophe Fer, directeur du pôle service de la ligne 6 à la RATP. Je ne sais pas si le métro a transformé la ville d'un point de vue purement urbanistique. Maintenant, ça a contribué à sa renommée touristique, parce que la 6 est quand même relativement connue. Bon, vous avez la Tour Eiffel. À l'endroit où nous sommes, régulièrement, je vois des mariages, des photos de mariage, etc. Donc l'endroit est quand même connu. Ça a servi aussi à des tournages de films. Je sais qu'à une époque, il y a eu des plaintes des riverains parce que comme c'est une ligne aérienne, il y avait des annonces qui étaient faites pour les voyageurs qui étaient un peu forts, donc ça dérangeait le voisinage. Au tramway, on a eu le même problème parce que les immeubles ont été construits très près des arrêts de tram. Et comme le tramway est aérien, toutes les annonces qui sont faites pour les voyageurs dérangeaient un peu les riverains. Donc il a fallu adapter le son en fonction de l'horaire. Mais autrement, d'une manière générale, je pense que les gens se sont adaptés. Même si bon, vous avez toujours du bruit, dû au train, au crissement des rails, etc. Même si le funiculaire lisboète est plus utilisé par les touristes, on dénombre 254 millions d'utilisateurs annuels, quant à celui de Paris, 753 millions de passagers l'ont emprunté en 2021. Et justement, Arnaud Brousse est en direct avec nous. Arnaud, vous êtes à Paris. Le métro parisien reste utilisé essentiellement par les franciliens. Alors oui, effectivement, Martin, on voit bien que dans le métro parisien, un même schéma se répète, à savoir celui du métro, boulot, dodo. Là où à Lisbonne, le funiculaire est davantage emprunté par les touristes que par les locaux qui préfèrent, eux, marcher plutôt que de l'utiliser. Mais ne vous y méprenez pas, la ligne 6 du métro parisien fait figure d'exception en traversant le pont Bir Hakeim. Elle passe par les plus beaux monuments de la capitale, à savoir la Tour Eiffel. Merci beaucoup Arnaud. Faites-vous partie des 3 millions de Français touchés quotidiennement par les nuisances sonores des aéroports ? Pollution, risque pour la santé, dépenses publiques importantes. Même si l'Île-de-France comporte le trafic aérien le plus dense d'Europe, la capitale française n'est pas la plus à plaindre. Plus de détails avec Théa Ribaud et Martin Bertrand. 6 milliards d'euros. C'est ce qu'ont coûté les nuisances sonores aériennes en Île-de-France pendant l'année 2021, un chiffre en constante augmentation et une situation qui complique la vie des habitants avoisinants. Entre troubles du sommeil, hypertension et complications cardiovasculaires, au total, plus de 2 millions d'entre eux sont impactés quotidiennement et forcés à adapter leur logement. L'idée, c'est de faire une isolation de l'enveloppe extérieure des bâtiments. Donc ça passe évidemment par le remplacement des fenêtres, parce que c'est souvent le point faible. Le point faible au niveau acoustique des bâtiments, mais c'est aussi de traiter les ventilations, les systèmes de ventilation. Mais en général, les travaux, ça va englober ces postes-là, quoi. Ça va être, on va dire, fenêtres, menuiseries, ouvertures, la ventilation, parfois les toitures. Plusieurs travaux nécessaires, parfois remboursés grâce à des aides des exploitants aéroportuaires.
En 2018, ce sont plus de 3000 foyers qui ont bénéficié de ces aides, dans l'Essonne, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Un soutien financier que plusieurs autres aéroports européens ne proposent pas forcément, car effectivement, même si Charles de Gaulle demeure le 3e aéroport le plus fréquenté d'Europe en 2022, il n'est pas le champion de la pollution sonore. Le champion est ici, à Lisbonne, classé pire aéroport d'Europe en termes d'exposition aux nuisances sonores en 2020 avec le Luxembourg. La capitale portugaise subit l'augmentation du tourisme depuis la fin de la pandémie. En été, comptez un avion toutes les minutes et demie. Une situation accentuée par des logements inadaptés et aucune aide proposée à l'échelle nationale, ce qui oblige les habitants à se débrouiller. Certains habitants de Lisbonne nous ont contactés pour nous dire qu'ils isolent eux-mêmes leur logement, avec du liège et des fenêtres à triple vitrage. Pourtant, leur bébé continue de se réveiller chaque nuit à cause du bruit. C'est très intense. En juillet 2022, l'association Zéro a enregistré une moyenne de 72 décibels dans le quartier le plus exposé aux nuisances, Camaraté. Elle est 4 fois plus puissante que les normes nationales et environ 40 fois plus que les recommandations de l'OMS. L'emplacement de l'aéroport est également problématique puisque très proche du centre-ville. Considérons que le quartier de l'aéroport est impacté à 100% par les nuisances sonores. Le centre-ville l'est alors à 90% et dans le sud de la ville, c'est 83%. En résumé, la capitale entière est impactée par ces nuisances. Alors, que faire ? La réduction du nombre de vols ne suffit pas à résoudre nos problèmes. Nous avons mesuré pendant la pandémie la nuisance sonore quand on avait 95% de vols en moins, et on restait au-dessus des recommandations de l'OMS pour les zones sensibles, comme les hôpitaux ou les écoles. Donc même avec une réduction pareille, ça ne suffit pas. La seule solution, c'est de fermer l'aéroport et d'en construire un autre dans une zone adéquate. Le Premier ministre portugais António Costa a déclaré en juin 2022 que son projet de 2e aéroport ne verrait finalement pas le jour. Les nuisances sonores lisboètes devraient donc persister dans les prochaines années. Une problématique qui entraîne de nombreux problèmes de santé. Thierry Baud, on l'a vu dans le reportage, vous êtes en direct. Plus précisément, comment peut-on qualifier les impacts de ces nuisances sur la santé de la population ? Oui, effectivement, Martin, c'est compliqué de calculer le nombre précis de pathologies qui ont vu le jour à cause des nuisances sonores, puisque c'est plutôt un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à une dégradation de santé. L'OMS parle pour sa part d'années de vie en bonne santé de perdus. Alors c'est un facteur de morbidité, il ne s'agit pas ici de parler de diminution de l'espérance de vie, mais plutôt d'établir un âge à partir duquel la santé commence à se dégrader. Pour les personnes qui sont impactées quotidiennement par des nuisances sonores, l'OMS estime qu'elles peuvent perdre plus de 2 années de vie en bonne santé à cause du bruit que subit le corps tous les jours. Ce chiffre est en constante augmentation depuis plusieurs années. Il s'agit donc d'une problématique actuelle et à traiter rapidement. Merci beaucoup Thierry Baud pour toutes ces informations. Parlons maintenant des étudiants à Paris et à Lisbonne. Qu'en est-il de leur capacité à pouvoir se loger ? Certains sont obligés de rester chez leurs parents en raison du manque de place dans les résidences étudiantes. Alors entre les résidences privées et les résidences publiques, où en sont les projets de construction pour réajuster l'offre ? C'est un reportage de Lila Lafont et Elias Elbakoui. À Paris, les résidences publiques attribuées sur critères sociaux ont des places limitées. Elles sont en baisse dans les résidences Crous depuis 2013. Une alternative à ce mouvement existe, les résidences privées. La résidence Léna est un campus neuf de Pierrefitte-sur-Seine, créé fin 2022. Des projets de construction de résidences privées ont donc été mis en place en Île-de-France. Ces résidences sont accessibles pour les étudiants non éligibles aux résidences publiques et pour les étudiants boursiers, soit ne s'étant pas vu attribuer un logement Crous ou alors par choix. Mathis a emménagé en novembre 2022 dans cette résidence et pour lui, elle est idéale. Il n'a pas eu de difficulté à trouver ce logement. Alors cette résidence, je l'ai trouvée facilement puisque je suis du coup dans une école qui est en partenariat avec cette résidence. Donc j'ai pas eu de difficulté à trouver une résidence étudiante pour ma part. C'est très pratique d'habiter ici puisque mon école elle se trouve à 10 minutes à pied de ici. Et pour également tout ce qui est métro, c'est à 10 minutes également. Il est cependant conscient que sa situation est exceptionnelle et que tout le monde n'a pas eu cette chance. Du coup, par rapport au logement Crous, je n'ai pas pu m'y intéresser puisque je n'avais pas les droits, du coup, comme je ne suis pas boursier. Beaucoup d'étudiants n'ont pas, du coup, tous leurs parents pour vivre ou les aider, du coup, à avoir une vie saine. C'est plus de 700 000 étudiants disposant d'une bourse pour 173 000 logements gérés par le Crous en 2021 en France.
Les résidences privées restent donc une solution pour les étudiants en recherche de logement. Dans d'autres capitales européennes, la situation n'est pas forcément similaire. À Lisbonne, capitale du Portugal et ville la plus peuplée du pays, les étudiants y sont nombreux. Mais qu'en est-il de leur capacité à pouvoir se loger ? De nombreuses résidences étudiantes publiques y sont à disposition. Cependant, certaines résidences ont dû fermer. Les résidences devaient payer. Et ce que payaient les étudiants n'était pas assez pour entretenir les logements. Lisbonne accueille de plus en plus d'étudiants étrangers, plus de 21 000 par année, dont 1200 français. Le gouvernement portugais met en place de plus en plus de projets de construction de résidences autour des universités afin de faciliter leur cursus scolaire et ne pas contraindre ses étudiants à des déplacements quotidiens très longs. Il y a 2 ans, ils ont construit une résidence au Mont Salto et aujourd'hui, je suis au courant qu'ils en construisent une autre derrière mon université. La situation reste encore instable et incertaine pour ces étudiants de ces 2 capitales européennes. Beaucoup de résidences publiques à Lisbonne et pas assez à Paris. Les projets de construction de logements étudiants existent, mais ne sont pas encore assez nombreux. La demande reste encore en 2022 supérieure à l'offre. Une situation assez compliquée dans les 2 capitales. Elias El-Bakoui, vous êtes en direct avec nous. Qu'en est-il précisément de la situation dans la capitale française ? Oui, en effet, les projets de construction de résidences étudiantes ne sont pas encore assez nombreux. Que ce soit des résidences publiques ou des résidences privées, elles sont toutes surchargées. J'ai eu l'occasion de rencontrer un étudiant qui n'a eu de place ni en résidence publique ni en résidence privée. Il était pourtant boursier, mais il s'y est pris un peu tard en septembre. C'est pour cela que le mot d'ordre est l'anticipation. Merci beaucoup Elias. Connaissez-vous le maraîchage urbain ? Cette pratique consiste à cultiver en ville au sein de fermes urbaines. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer cette activité au sein des capitales européennes. Partons tout de suite à la découverte de cette initiative citoyenne. Un reportage de Perrine Galland et Joséphine Beau. Face aux enjeux de la crise écologique et de l'urbanisation, Paris s'est doté ces dernières années de structures d'agriculture urbaine. La plupart du temps maraîchère, cette pratique agricole permet d'approvisionner des quartiers en fruits et légumes dans des circuits courts de production. Depuis 2016, le projet Pariculteur a permis à l'agriculture urbaine de connaître un renouveau. Ces 7 dernières années, les installations agricoles mises en route ont permis d'investir 30 hectares de terrain agricole, mais aussi de produire au total 1400 tonnes de fruits et légumes, 19 tonnes d'aromates, 1,5 million de fleurs coupées et 385 tonnes de champignons par année. Sur le plan social, l'agriculture urbaine a aussi pour vocation de créer du lien à l'échelle des quartiers. À Romainville, cette ferme urbaine sur 6 étages renforce le lien social, notamment grâce à son marché aux tarifs adaptés aux quotients familiaux des Romainvillois. Ces initiatives qui favorisent une meilleure alimentation sont le fruit de politiques encore jeunes, mais tournées vers l'avenir. Quand on ne connaît pas, qu'on est urbain, on est forcément un peu déconnecté de tout ce qui est lié à ça, l'écologie, l'environnement, et voilà. Le rôle de l'agriculture urbaine, à mon sens en tout cas, c'est avec la pédagogie, la sensibilisation des gens, c'est de les reconnecter avec la campagne. Il y a peut-être plein de choses à faire, pas forcément aussi ambitieuses qu'un bâtiment comme celui-ci. Mais ouais, pour moi, il faut que ces projets se multiplient en ville. Loin d'être seulement parisienne, l'agriculture urbaine est également portugaise. À Lisbonne, cette pratique agricole est ancrée dans la culture locale. Chaque modèle dépend de son contexte d'implantation. Dans les années 60, il y avait beaucoup de migration des zones rurales du pays vers les zones urbaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont les personnes âgées qui sont les jardiniers. Présentes dans des quartiers du centre et de la périphérie, ces hortesses ou encore potagers couvrent environ 9,1 hectares de la ville. En grande majorité dans des parcs publics, la mairie recense plus de 1000 parcelles en 2023, un chiffre qui a doublé depuis 2015. Malgré cet essor dans les jardins lisboètes, cette pratique manque de politique encadrante. Parce qu'on la retrouve dans des friches laissées par les mutations urbaines, beaucoup la qualifient d'informelle. Comme ici, dans le quartier de Beato, au sud-est de Lisbonne, non loin des usines de céramique laissées à l'abandon. À l'initiative de ces potagers, les citoyens sont les principaux acteurs de cette activité.
Nous avons besoin de rassembler toutes ces belles initiatives qui se développent afin de créer une vision collective de ce que devrait être le futur de l'agriculture urbaine à Lisbonne. Plus ou moins encadrés, ces deux modèles ont pour point commun la volonté de renouer avec une culture rurale plus proche de l'environnement. Alors Joséphine Beau, vous êtes sur place à Lisbonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le profil des personnes qui pratiquent le maraîchage urbain aujourd'hui ? Alors oui Martin, ce qui revient beaucoup en plus des témoignages que nous avons recueillis, c'est que les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à cette activité urbaine. À Paris, c'est notamment grâce aux ateliers pédagogiques mis en place par les structures. Du côté de Lisbonne, en ayant rencontré Antonio qui cultive sa parcelle chaque jour, nous nous sommes rendus compte que les personnes retraitées aimaient beaucoup transmettre le maraîchage à leurs petits-enfants. Et il nous disait également que les jeunes générations étaient très sensibles à cette activité, notamment parce qu'elles sont plus conscient des enjeux écologiques contemporains. Merci beaucoup Joséphine. La question de la représentation de l'histoire coloniale dans l'urbanisme revient au centre du débat public avec ces dernières années le déboulonnage de plusieurs statuts de colonisateurs. En parallèle à cela se pose la question de la représentation des victimes de la colonisation, un enjeu de taille pour les villes de Paris et de Lisbonne, toutes deux capitales de pays qui peinent à reconnaître les actes de leur passé respectif. Plus de détails avec Noémie Abissure et Sophie Chorderet. À Paris comme au Portugal, l'histoire coloniale impacte les évolutions démographiques. Alors que 365 000 personnes nées aux Antilles vivent en France et que 41% d'immigrés en France viennent d'Afrique, au Portugal, on observe le même phénomène. Aujourd'hui au Portugal, 43% des immigrés sont nés au Brésil ou en Afrique. Selon le musée de Lisbonne, l'histoire coloniale portugaise, sa fin tardive, explique encore aujourd'hui le fort taux de migration des populations angolaises, capverdiennes, mozambicaines, brésiliennes dans le pays. Il y a à Lisbonne un quartier qui incarne cette histoire. Il est composé de rues telles que la rue du Mozambique, la rue du Cap-Vert ou encore la rue Sao Tomé, toutes situées autour de la place des Nouvelles Nations. Nommé le quartier des colonies, il représente un désaccord latent au Portugal. Nous avons échangé sur le sujet avec Inès Henriques qui travaille à l'urbanisme de la ville de Lisbonne. Je crois que ces noms existent il y a longtemps. Il n'y a pas eu encore le courage ou la volonté de les remplacer. C'est un thème un petit peu tabou. Un sujet tabou, mais pas pour le guide togolais qu'est Naki Gaglo. Naki est le créateur de la Lisbonne African Tour. Selon lui, ces tabous naissent d'une volonté du Portugal de vouloir romancer son histoire. Tu as des monuments aujourd'hui qui expliquent cette histoire du Portugal. Il y a le monument des découvertes. Mais pourquoi garder le nom découverte alors qu'ils n'ont rien découvert ? Pour Naki, les populations afrodescendantes ne sont pas représentées et quand elles le sont, rien n'est réellement expliqué. C'est le cas par exemple de la rue Jao. Tu m'as donné l'exemple de la rue Jao. Combien de personnes savent qu'elle a été nommée d'après le nom d'un ancien esclave ? Personne. Donc ce genre d'initiative est prise par le gouvernement ou la mairie, mais juste pour eux-mêmes. La statue du Marquês de Sada Bandeira est l'un des monuments les plus célèbres du Portugal. À ses pieds, on y trouve Fernanda Doval, originaire du Cap-Vert. Mais encore une fois, rien autour de la statue ne parle ni d'elle, ni de ses origines. Pour le spécialiste de l'histoire panafricaine Hamzat Boukari Yabari que l'on retrouve en région parisienne, plusieurs différences notables entre le récit colonial français et portugais expliqueraient les différences observables dans leur pays. Dans une ville comme Paris, on a une présence coloniale qui est très forte à travers différentes figures, Colbert, etc., les différents généraux maréchaux. Donc pour moi, derrière cette ouverture de l'espace public à quelques noms de rues ou quelques statues ici ou là ou quelques jardins ou mémoriaux, il y a derrière vraiment la mobilisation des premiers concernés. Dans le cas de l'outre-mer français, on parle de personnes qui sont encore aujourd'hui des Français de nationalité, de citoyenneté, donc qui appartiennent à cette histoire commune. À Paris, on retrouve diverses représentations mémorielles érigées en hommage aux victimes de l'esclavage ou en hommage aux figures légendaires telles que la mulâtresse Solitude. Le cas de la mulâtresse Solitude, par exemple, il est très intéressant puisqu'il y a tout un débat pour savoir si le personnage a réellement existé ou si c'est un personnage qui serait fictif. Cependant, il existe certaines limites dans ces représentations. Ceux qui, évidemment, ont résisté à ces dominations coloniales n'ont pas d'existence
dans cet espace public. En dépit de ces limites, nous pouvons espérer que l'avenir est une porte et que le passé en est la clé. Et une très belle citation de Victor Hugo pour conclure ce reportage qui nous invite à rester optimistes. Tout de suite, nous retrouvons en direct de Lisbonne Noémie Abissure. Alors Noémie, on a vu dans le reportage qu'il y a des limites dans le choix des figures mémorielles. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont fait face à ces limites ? Alors oui Martin, il y a 3 ans à Paris devait être érigé le premier monument mettant en avant les victimes de l'esclavage sans distinction. À Lisbonne, au même moment, devait être érigé le premier monument de l'esclavage au sein de la capitale côtière, mais pour des raisons qui semblent encore un peu floues, ici à Lisbonne, ce monument n'a pas été mené à son terme. Pour les associations qui sont à l'initiative de ces propositions, eh bien, cet échec fait écho aux difficultés que l'on retrouve dans ces deux pays à accepter cette histoire coloniale, surtout quand on voit que les seules populations qui retrouvent une place dans les mémoires que l'on fait de cette histoire sont des populations métissées, telles que des mulâtres ou des officiers de couleur, comme on a pu le voir dans ce reportage. Merci beaucoup Noémie Abissure. Aujourd'hui, samedi 1er avril, les Portugais battent le pavé contre la gentrification. Cet embourgeoisement des quartiers populaires touche toutes les capitales européennes. Lisbonne et ses alentours ne sont pas épargnés et les locaux le dénoncent. Pour clôturer cette édition, Serge Dimamenil et Valentine Herbas se sont rendus à Almada, une petite couronne située en périphérie de la capitale portugaise. Ils y ont rencontré Zita, une assistante maternelle originaire de cette ville. Gentrification et touristification, deux phénomènes bien connus à Lisbonne. En 15 ans, les habitants les plus pauvres ont été poussés à déserter la capitale. Aujourd'hui, un tiers des logements du centre historique sont dédiés à la location touristique. La ville aux 7 collines ne peut plus soutenir l'afflux de nouveaux habitants. Ils regardent alors de l'autre côté du Tage. Sur la rive sud, à Almada, les loyers explosent à leur tour. On y retrouve Zita, originaire de cette banlieue. Faute de moyens, elle est contrainte d'habiter chez ses parents. Voilà un autre bâtiment à vendre. Des murs, encore des murs. C'est un nouveau style de gentrification. Empêcher d'occuper. Eu vim de novo para Almada, porque em Lisboa as casas estavam a ser aumentadas, a renda era muito cara. As pessoas do norte da Europa compram casas para férias ou para arrendar a outros amigos que venham conhecer Portugal. Mas o que está a acontecer agora, há o telemarketing e muitas pessoas que estão aqui a viver também fazem o telemarketing em casa e todas as pessoas da minha idade voltaram e estão muitos na casa dos pais. Não, é a realidade da Almada. Une réalité qui se retrouve dans les chiffres. En 5 ans, les loyers lisboètes et alentours ont connu une hausse de 50%, tandis que le salaire minimum a augmenté de seulement 14%. Les locaux qui se retrouvent en difficulté face à ce décalage dénoncent la gentrification. Vous voyez, il y a d'autres inscriptions. AL, hébergements locaux. C'est pas pour les locaux, c'est plutôt pour les touristes. Voici une manifestation. Ça veut dire maison pour les gens et pas pour la spéculation. É difícil arranjar casa, eu muito mais, pronto, sou solteira, não tenho companheiro e eu recebo 750 euros e as casas custam 700, 800 euros. É muito difícil viver, pagar só a casa e o resto. Não vou ao cinema, não vou ao teatro, não vou jantar fora. Une situation précaire qui la rend pessimiste pour l'avenir. Eu não queria sair da Almada, mas penso que vai ter que ser o futuro, para mim pelo menos, porque já levo 15 anos de gentrificação. Saí de Lisboa, agora a Almada, e eu vou para um sítio mais pequeno que possa pagar a minha casa e trabalhar com umas condições mínimas e saudáveis. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en replay sur le site internet de Tremplin Média. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, cette fois-ci consacrée aux enjeux écologiques des Jeux Olympiques 2024. Très bonne soirée à vous.